podcast. Bonjour, c'est Théophile Cossadlina. Bienvenue dans Le Temps de l'Actu, votre podcast pour comprendre le présent. Ce qui est en cause, ce sont des emprunts qu'on fait aujourd'hui et que certains voudraient augmenter, mais qu'il faudra payer un jour. Donc ce sont des emprunts et des impôts pour nos enfants. Combien de temps allons-nous tirer des chèques en blanc ou en bois sur les générations futures ? C'était en 2014. Michel Barnier, alors commissaire européen, s'inquiétait déjà du déficit de la France. 10 ans plus tard, le voilà Premier ministre, et toujours ce même cheval de bataille, le déficit public, qui devrait atteindre les 6% du produit intérieur brut en 2025. Sous-titre « La France dépense plus que ce qu'elle gagne » et creuse ses dettes. En conséquence, Michel Barnier a annoncé sa feuille de route début octobre lors de son discours de politique générale. Il veut ramener ce déficit à 5% en 2025 et sous la barre des 3% en 2029, comme le veulent nos engagements européens, ce qui nécessiterait de trouver, rien que sur l'année prochaine, 60 milliards d'euros d'économies. Et pour ça, spoiler, Michel Barnier compte augmenter les impôts afin de boucler le budget 2025 étudié en ce moment à l'Assemblée. Mais pourquoi sommes-nous autant en déficit ? Quels sont les risques ? Quelles sont les solutions ? Les hausses d'impôts sont-elles inévitables ? Qui va vraiment payer la facture ? On en parle avec vous. Nicolas Vernier, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en droit public à Assas, spécialiste de la fiscalité. Concrètement, vous enseignez quoi ? Vos étudiants, ils se destinent à quoi ? Pour l'essentiel, j'enseigne des matières qui se rapportent à ce qu'on va appeler le droit public financier, c'est-à-dire finalement toute la partie qui se rapporte à l'argent et en particulier à l'argent public. Les étudiants qui sont inscrits dans ces matières-là se destinent à des carrières assez diverses, avocats fiscalistes, agents de l'administration fiscale, et puis parfois aussi les concours administratifs. Parfait, vous êtes l'homme de la situation, hâte d'avoir vos éclairages. Mais d'abord, on commence comme chaque semaine par un récit en archive, et puis on vous retrouve juste après, Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le temps de l'actu. Ah, le budget de l'État. Évidemment, ça nous interroge, nous Français. Et ça ne date pas d'hier. Écoutez ce micro-trottoir de 1963. Bien, pour moi, le budget de l'État sert à rétribuer les fonctionnaires en particulier. Ça sert à organiser la défense du pays. Ça sert également à entretenir un certain nombre d'États plus ou moins déficients. C'est ce qu'on appelle l'aide aux pays sous-développés. Et alors là, je serais assez peu d'accord. Oh là là ! Le budget de l'État, on ne sait pas trop où ça passe. Il faut quand même que l'argent s'en aille pour faire les lycées, les collèges, les écoles. Je crois quand même qu'il y a une bonne partie qui sert à quelque chose. Je paye je ne sais combien d'impôts depuis un certain nombre d'années. Mais où ça va, j'en sais rien. Et oui, qui dit budget de l'État, dit dépenses de l'État. Et pour financer ces dépenses, il faut des recettes. En grande majorité, nos impôts, directs et indirects. Et ça, s'il y a quelque chose qui ne change pas quand on interroge les Français au sujet des impôts, ce sont leurs réponses. Micro-trottoir de 2005 cette fois, écoutez. Si je vous dis impôts, les impôts, cher, beaucoup à donner. C'est le mot qui fâche, quoi. En France, on a trop d'impôts. Et mal répartis. Si, il faut reconnaître quand même que ça a du bien, il faut quand même bien qu'il y en ait qui payent. Oui. Mais c'est dommage que c'est un peu toujours les mêmes. Il y en a qui passent à côté. Et leur utilisation ? On n'est pas tellement au courant. Il faudrait plus de communication de la part du gouvernement, si c'était possible. Il y a quand même de l'abus, puis qu'il y a beaucoup d'argent qui pourrait bien aller ailleurs, puis que les gens, je crois, ne seraient pas compte pour donner pour certains problèmes de la vie courante, on dira. Comme j'ai dit, pour les petits-enfants, même handicapés, ou même les personnes adultes, je parle, c'est pareil. Les gens ne seraient pas contre-donnés ? Oui, c'est vrai. Si on râle souvent, nous, Français, face aux impôts, on est quand même grosso modo d'accord pour dire qu'il faut en payer pour financer l'école, l'hôpital, la sécurité et toutes les autres dépenses de l'État. Mais quand il s'agit d'établir un budget à peu près équilibré entre les dépenses et les recettes, c'est l'objet du projet de loi de finances voté chaque année à l'automne, eh bien c'est là que ça se complique. Alors un budget à peu près équilibré, pour les pays de l'Union européenne, qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien, c'est un budget en dessous des 3% de déficit. Pourquoi cette règle ? Pour le comprendre, je vous propose d'écouter ce sujet du 20h de France 2 qui l'explique parfaitement. Écoutez, c'était en 2019. Depuis 30 ans, c'est un dogme en Europe, la règle des 3%. Impossible pour un État de dépenser trop. Interdiction d'être à découvert de plus de 3% du montant du PIB sous peine de sanctions. C'est François Mitterrand qui l'a voulu pour la France à son arrivée au pouvoir. Son objectif, empêcher ses ministres de trop dépenser. Il limite le déficit français. Il est d'environ 3%. Il ne faut pas qu'il dépasse ce pourcentage. L'idée plaît en Europe et elle est inscrite dans le traité de Maastricht. Tous les pays vont devoir limiter leur déficit. C'est-à-dire, chaque année, ne pas dépenser plus qu'ils ne gagnent. Impossible d'être trop dans le rouge. Il ne faut pas dépasser un certain montant. 3% de la richesse nationale, le PIB. Or, comme on le disait en introduction, on devrait atteindre les 6% de déficit en 2025. En gros, l'État dépense beaucoup plus que ce qu'il perçoit. Résultat, il s'endette et ses emprunts lui coûtent cher en remboursement et en taux d'intérêt, comme le rappelait Michel Barnier en 2014 lorsqu'il était commissaire européen. Ce qui nous intéresse à Bruxelles, c'est est-ce que la France va réduire son déficit ? On sait très bien que les dettes d'aujourd'hui, 95% de dettes, voilà ce que représente la dette française. On paye plus pour le service de la dette en France qu'on paye pour l'éducation des enfants. C'est pas normal. 10 ans plus tard, la dette s'élève à 112% du PIB, selon l'INSEE, plus de 3 200 milliards d'euros. Alors comment corriger le tir ? Comment remettre un peu d'équilibre dans le budget de 2025 ? Eh bien, en augmentant les impôts. C'est en tout cas la proposition du gouvernement de Michel Barnier. Et bien sûr, ça ne fait pas l'unanimité, notamment au sein de l'Assemblée nationale, plus divisée que jamais. Depuis plusieurs semaines, les débats sont houleux. Le vote du budget au Parlement proposé par le gouvernement semble compromis. Reste l'option de l'article 49.3 de la Constitution qui permettrait au gouvernement d'adopter le budget sans vote du Parlement en engageant sa responsabilité. Au moment où nous enregistrons cet épisode, il n'a toutefois pas encore été employé par Michel Barnier. Mais alors, si ce fameux budget 2025 est adopté avec ou sans vote, à quoi devons-nous nous attendre ? Qui va payer la facture ? Les hausses d'impôts sont-elles inévitables ? On en parle avec vous, Nicolas Vernier. Déjà, peut-être en préambule, il vous inspire quoi, ce récit qu'on vient d'entendre ? Alors ce récit, il est intéressant parce qu'il montre déjà qu'il y a une constance dans l'opinion que se font les Français sur les impôts de manière générale, qui devrait les payer, est-ce qu'ils en payent trop ou pas, et puis de manière plus générale aussi sur l'utilisation qui est faite de l'argent public. Il est intéressant aussi parce qu'il montre que finalement les signaux d'alarme sur le déficit, la dette, le fait qu'on fasse supporter des charges aux générations futures, ils ont été tirés il y a déjà 10 ans de ça, et pour autant, la situation ne s'est pas améliorée, elle a même plutôt eu tendance à se dégrader. Et puis il montre une troisième chose qui est, à mon avis, intéressante aussi et qui mérite d'être soulevée, c'est qu'il y a un déficit de la culture des Français sur l'utilisation qui est faite de l'argent public, sur le montant aussi de ce que représentent leurs impôts, ce que représente la dette de l'État, ce que représente la dette publique plus largement. Et donc voilà, il montre un petit peu tout ça. Alors justement, transition toute trouvée. Avant de rentrer dans les détails des hausses d'impôts qui nous attendent, j'aimerais qu'on fasse un petit état des lieux rapide du budget de l'État. Schématiquement, le budget de l'État, aujourd'hui, c'est quoi les principales dépenses ? Alors, quand on parle du budget de l'État, celui qu'on retrouve dans ce projet de loi de finances pour 2025, c'est un document dans lequel on va faire des prévisions. On va retracer des prévisions, on va prévoir un ensemble de dépenses. Qu'est-ce que le gouvernement a l'intention de dépenser pour l'année à venir et comment, en matière d'éducation, en matière de justice, en matière de défense, etc., etc. Et puis, en face de ça, on va prévoir aussi les recettes, c'est-à-dire sur quel argent le gouvernement va pouvoir compter pour financer ces différentes dépenses, combien il compte prélever d'impôts, est-ce qu'il y a d'autres recettes par ailleurs, etc. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un budget, comme le budget 2025, c'est donc, je l'ai dit, un acte de prévision, c'est-à-dire que c'est un projet politique. Il est là pour nous dire ce que compte faire le gouvernement, mais par définition, il ne retrace pas des opérations, des recettes ou des dépenses qui ont encore eu lieu. Donc, il est quelque part, par définition, assez théorique. Votre question, c'était qu'est-ce qu'il y a dans ce budget de l'État ? Oui, sur les dépenses notamment. Sur les dépenses notamment.
Par définition, on est en 2024, donc on ne sait pas encore dire avec une précision chirurgicale quel sera le montant de ce qu'on a dépensé cette année. On attendra la fin de l'année, mais on connaît les chiffres pour 2023 typiquement. Le montant de la dépense publique totale pendant l'année 2023, c'est à peu près 1600 milliards d'euros. C'est ça ce qu'on dépense au total, donc pour l'État, pour les collectivités, pour les organismes de sécurité sociale, etc. Sur ces 1600 milliards, les gros montants, c'est un peu plus de 700 milliards qui correspondent à des prestations sociales. Donc c'est considérable. Dans les prestations sociales, il y a celles qui sont versées en argent, donc les allocations chômage par exemple, ou les retraites, et puis celles qui sont versées en nature, c'est-à-dire les soins de santé par exemple, etc. On a aussi 500 milliards, à peu près, un petit peu plus, qui correspondent aux dépenses de fonctionnement de l'État et des administrations publiques de manière générale, qui sont les dépenses qui servent au fonctionnement quotidien des administrations publiques. Donc on va avoir, je sais pas moi, le chauffage, les dépenses énergétiques. On va avoir aussi là-dedans les frais pour entretenir les infrastructures, comme les écoles, les hôpitaux. Les salaires des fonctionnaires, ça rentre dedans ? Alors, pour les salaires des fonctionnaires, c'est le troisième gros poste, on va dire, même si, évidemment, il faut le mettre en perspective avec les 700 milliards de prestations sociales dont je viens de vous parler. Ces salaires-là, c'est 345 milliards sur les 1600 dont on vient de parler. Donc si je fais un rapide calcul, 700 milliards plus 500 milliards, ça fait 1200 milliards, plus 345 milliards, ça fait un peu plus de 1500 milliards d'euros. On a quasiment bouclé le budget. Exactement, on a quasiment bouclé le budget. Donc ça, c'est tout ce qu'on doit dépenser. Il y a après d'autres dépenses qui sont un petit peu plus spécifiques, mais en gros, voilà, ça, c'est les grands chiffres. D'accord. Alors, justement, pour financer toutes ces dépenses, comment on fait ? Ce sont surtout nos impôts qui financent toutes ces dépenses ? Alors, oui, c'est surtout nos impôts qui financent l'essentiel de ces dépenses, mais je veux quand même faire une petite précision, c'est que derrière ce mot d'impôt qu'on prononce souvent dans notre vie de tous les jours, en fait, on regroupe des prélèvements qui ne sont pas forcément toujours des impôts. On va plutôt utiliser le terme de prélèvement obligatoire pour prendre en compte et les impôts et les cotisations sociales, mais tout ce qu'on paye de manière obligatoire et qui servent à financer finalement toutes les dépenses dont on vient de parler. Alors, une fois qu'on a fait cette petite précision, les prélèvements obligatoires, ça représente quoi ? Donc, typiquement pour 2023, les prélèvements obligatoires, ça a rapporté un peu moins de 1300 milliards. Donc, une fois qu'on a fait ça, il reste encore de l'argent à trouver, évidemment. L'État a aussi d'autres recettes. Par exemple, il va détenir des immeubles dont il va tirer des loyers. Il va détenir des participations, par exemple dans EDF, dont il va tirer des dividendes éventuellement. Tout ça, ça lui a rapporté un peu moins de 150 milliards. Une fois qu'on a récolté tout cet argent, c'est-à-dire les impôts, les cotisations sociales, les divers produits que peut toucher l'État, eh bien, il reste 155 milliards en 2023 à payer. C'est ce qu'on appelle le déficit, 155 milliards d'argent à trouver pour combler le trou dans les dépenses. Ce qui équivaut aux 6% de déficit, ou ce qui va valoir grosso modo les 6% de déficit qu'on devrait atteindre en 2025 ? Alors en l'occurrence, les 155 milliards dont je parle ici, ils représentent 5,5% du PIB, mais oui... grosso modo, on n'est pas loin, quoi. Comme le PIB augmente, évidemment, le déficit augmente en valeur aussi. Ça a toujours été le cas. Depuis quand on parle de la dette de l'État et de ce déficit ? On a toujours été en déficit. Ça remonte à quand ? Alors, il faut bien distinguer dans la question de la dette et du déficit public, la dette publique. La dette publique, c'est l'ensemble de la dette qu'on doit à nos créanciers, tout simplement. Et le déficit public, c'est l'argent qui va nous manquer, finalement, au titre d'un exercice, pour pouvoir financer toutes les dépenses qu'on veut faire au titre de cet exercice. La dette de l'État, c'est une réalité qui existe depuis très longtemps. Déjà, sous l'Ancien Régime, le souverain avait besoin de trouver des fonds pour financer, par exemple, des guerres. Et donc, il s'adressait à des créanciers privés, des banquiers, des financiers, etc., pour lever cet argent. Ce qu'il faut avoir en tête sur cette dette publique, c'est que même si les problématiques liées à la dette remontent à longtemps, elle a considérablement augmenté au cours des dernières décennies. Et alors, il faut, pour pouvoir s'en rendre compte, reprendre quand même quelques chiffres très simples. En 1981, quand François Mitterrand arrive au pouvoir, notre dette publique, ça représente 100 milliards d'euros. En 2003, cette dette, elle est passée à 1000 milliards d'euros. Fois 10. Fois 10. En 2014, elle est passée à 2000, et aujourd'hui, on est au-dessus des 3000. Donc, on voit qu'il y a, en valeur en tout cas,
une dette qui augmente de manière significative. Mais évidemment, c'est pas forcément très parlant de parler de ces chiffres-là, parce que si vous avez une dette de 100 € et que vous gagnez 1 000 € par mois, ça va pas forcément peser plus lourd que si vous avez une dette de 1 000 € et que vous gagnez 10 000 € par mois. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la dette en pourcentage du PIB, c'est-à-dire en pourcentage de la valeur qu'on arrive à créer, de la richesse qu'on crée dans notre pays. Mais même si on regarde du coup les chiffres en pourcentage de PIB, il faut se rendre compte qu'en 1980, notre dette représentait à peu près 20% de notre PIB. Aujourd'hui, on est au-delà des 100%, on est au-delà même des 110%. Donc, on voit que même par rapport à la richesse qu'on crée, notre dette, elle augmente considérablement. Ça, c'est pour la dette. Pour ce qui est du déficit, de l'argent qui nous manque à la fin de l'année, là, c'est aussi très parlant de dire que la dernière fois que notre pays a eu un budget en excédent, c'est-à-dire où on avait suffisamment d'argent pour payer nos dépenses, voire plus, c'était en 1974. Et depuis 1974, on a systématiquement eu des budgets en déficit. C'est-à-dire qu'il fallait trouver de l'argent, et donc on s'est endetté. Donc on a accumulé, avec ces déficits, on a accumulé la dette, qui explique aussi les chiffres qu'on a donnés en partie tout à l'heure sur la dette. Et est-ce que ce déficit budgétaire, il s'est creusé encore plus ces dernières années ou pas ? Alors, la réponse à la question, c'est que ce déficit, il s'est creusé considérablement l'année de la crise sanitaire. Il a eu tendance à s'améliorer ensuite. Et là, il est en train de se recreuser de nouveau. On a eu presque 9% en 2020 quand il y a eu la crise du Covid. Mais là, évidemment, on va être à 6% dans un contexte où il n'y a pas forcément de facteurs qui peuvent l'expliquer. En tout cas, de facteurs de crise qui peuvent l'expliquer. Et c'est dû au fait, notamment, par exemple, que les impôts qui existent ont rapporté moins que prévu. Par exemple, les taux d'emprunt ont augmenté, donc les gens achètent moins sur le marché de l'immobilier, il y a moins de transactions immobilières. Moins de transactions immobilières, c'est moins d'impôts sur les transactions immobilières. Donc moins de revenus dans les caisses de l'État. Ça, c'est pour les impôts. Et évidemment, il y a d'autres facteurs qui expliquent ça. Pour la sécurité sociale, le gouvernement avait escompté un déficit de 10 milliards d'euros pour la sécurité sociale, et il s'avère que finalement, ce sera presque le double. Pourquoi, tout à coup, la sécurité sociale a coûté plus cher que prévu ? Il y a divers facteurs qui l'expliquent, mais notamment, on remarque que les Français sont allés plus chez le médecin. Il y a eu une augmentation du coût des arrêts maladie, il y a eu une augmentation du coût des médicaments, etc., etc. Petite parenthèse, est-ce que c'est grave de dépasser les 3% de déficit ? J'ai entendu, on est arrivé à 7, voire 9% de déficit par le passé. Est-ce que c'est grave de dépasser ces 3% de déficit ? Au-delà de nos engagements européens, on risque quoi économiquement ? La faillite ? Qu'est-ce qu'on risque ? Alors, au-delà de nos engagements européens, donc déjà nos engagements européens, c'est problématique si on dépasse les 3% trop longtemps parce que, comme l'a dit votre reportage d'ailleurs, on risque des sanctions financières qui peuvent d'ailleurs s'élever à plusieurs milliards. Sinon, c'est très simple, si vous avez un État qui est en déficit permanent, ça veut dire que chaque année, il dépense plus d'argent qu'il n'en rentre dans ses caisses. Et donc, c'est comme si vous allez voir si un ami plutôt vient vous voir et vous demande de l'argent, vous lui prêtez parce que c'est un ami. Et puis, il revient vous voir et vous apprenez que l'argent que vous lui avez prêté, plus d'ailleurs son salaire, il a déjà tout dépensé. Et puis, il a emprunté aussi à d'autres personnes. Au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que vous allez quand même commencer à nourrir de sérieux doutes sur la capacité de cet ami à vous rendre votre argent un jour. Et donc, vous allez lui demander, peut-être, vous allez lui dire, bon, je te prête, mais ça va te coûter des taux d'intérêt supérieurs. Donc, au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est qu'on a une charge de la dette qui devient très importante, puisque nos créanciers nous demandent des intérêts plus importants. Et donc, plus d'intérêts à payer. Si on est en déficit, il faut s'endetter pour payer nos propres intérêts, etc., jusqu'au jour où on ne peut plus payer. Et quand on ne peut plus payer, on fait défaut. Et quand on fait défaut, plus personne ne nous prête d'argent. Et si plus personne ne vous prête d'argent, tout simplement, vous pouvez toujours essayer d'augmenter les impôts, mais dans un pays où vous avez une pression fiscale qui est déjà très importante, vos marges de manœuvre, elles sont quand même assez réduites. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous devez baisser vos services publics, et donc il y a une dégradation générale finalement pour tout le monde, dont tout le monde pâtit. Donc c'est quand même problématique. Et on a entendu Michel Barnier, effectivement, dans le récit en archives en 2014, qui alertait sur le remboursement de la dette qui coûtait chaque année énormément d'argent à l'État, je crois.
Alors absolument, il coûte énormément d'argent. Alors tout dépend des taux d'intérêt auxquels on emprunte. Évidemment, si le taux est à 0 voire négatif, il ne nous coûte rien. Mais là, les taux d'intérêt, ils se mettent à remonter. Et ça nous coûte chaque année à plus de 50 milliards d'euros. Donc c'est considérable. Ce qui est pas loin, je crois, du budget de l'éducation nationale. C'est à peu près le budget de l'éducation nationale, absolument. Donc si je comprends bien, Nicolas Vernier, si on veut revenir à l'équilibre, il faut soit baisser les dépenses, soit augmenter les recettes, c'est-à-dire nos impôts, soit faire les deux. Alors exactement. En tout cas, pour revenir à un niveau de déficit soutenable, puisque là, c'est ce qu'essaye de gérer ce gouvernement à court terme, il faut dépenser moins que ce qu'on avait prévu ou arriver à rentrer de nouvelles recettes. Mais évidemment, à moyen ou à long terme, c'est une vision qui est assez statique, on va dire, des finances publiques de réfléchir comme ça, parce que même si vous augmentez pas vos recettes ou que vous ne baissez pas vos dépenses, si vous avez une croissance économique, et ben tout simplement, les entreprises vont faire plus de bénéfices et payer plus d'impôts sur les sociétés sans que vous ayez eu à voter de nouvelles recettes fiscales. Si vous avez plus de ménages qui consomment, ben, il y a plus de TVA qui est payé, donc les recettes augmentent aussi. Et donc parfois la question ne se résume pas que à baisser les dépenses, augmenter les recettes. Mais là, c'est vrai que dans l'immédiat, vu la dégradation de la situation, c'est sur ces deux leviers qu'il faut jouer de manière immédiate. Et alors on en arrive justement à la décision de Michel Barnier d'augmenter les impôts. À date, Nicolas Vernier, cette augmentation des impôts, elle va concerner qui ? Les riches, les entreprises ? Est-ce qu'on a le détail ? Alors en tout cas, on sait ce que le gouvernement a prévu de faire dans son projet, le projet qu'il a déposé de loi de finances pour 2025. Dans ce projet, il y a des hausses d'impôts qui valent 20 milliards. Donc on va voter 20 milliards, on projette d'avoir 20 milliards de hausses d'impôts. Ces hausses d'impôts, elles se divisent en deux catégories. Il y a celles qui vont peser sur les entreprises et qui, sur ces 20 milliards, on va dire, représentent à peu près 14 milliards, et celles qui reposent sur les particuliers, sur les ménages, qui, elles, vont représenter 6 milliards. Alors, pour la partie qui concerne les entreprises, est-ce que c'est les entreprises les plus riches, les plus grosses entreprises, ou est-ce que c'est toutes les entreprises qui vont participer ? J'aurais tendance à dire que c'est pour une grosse partie les entreprises les plus riches, puisque notamment il y a une mesure qui vise à augmenter l'impôt sur les sociétés des entreprises qui font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires en France, bref, des grosses entreprises, qui est censée rapporter à peu près 8 milliards. Il y a aussi des coûts qui vont peser sur toutes les entreprises, mais en tout cas, il y a un effort exceptionnel qui va être fait par les grosses entreprises. Pour ce qui est des hausses d'impôts qui vont peser sur les ménages, là, la réponse, elle est un petit peu plus contrastée parce que, comme je viens de le dire, il y a 6 milliards d'augmentations qui sont prévues par le gouvernement. Et sur ces 6 milliards, il y a notamment une contribution différentielle, qui s'appelle différentielle sur les hauts revenus, donc sur des gens qui gagnent plus de 250 000 euros pour un célibataire, 500 000 euros pour un couple de revenu fiscal de référence. Ça, c'est une mesure qui est censée rapporter 2 milliards sur les 6. Donc ça, c'est la contribution qui va reposer, on va dire, sur les très riches. Pour le reste, c'est des hausses qui vont concerner un petit peu tout le monde. Il va y avoir une hausse des taxes sur l'électricité, par exemple, sur la consommation d'électricité, qui, elle, va rapporter plus d'argent encore, puisque c'est 3 milliards. Il va y avoir une augmentation du malus écologique, etc. Donc il y a aussi d'autres mesures qui risquent de peser pas uniquement sur les ménages les plus riches. J'aimerais qu'on écoute un extrait sonore de François Hollande, fraîchement élu président de la République, qui s'apprêtait à prendre des mesures de rigueur. On est en juin 2012. Écoutez. Il y a des efforts à faire. Et les classes moyennes ne seront pas touchées par les mesures qui seront prises dans les prochains jours, comme dans les prochaines semaines. Où trouver ces 10 milliards ? Plutôt dans les dépenses, plutôt dans les recettes ? Et sur les recettes, il y aura sûrement à demander à ceux qui ont reçu pendant 5 ans des avantages fiscaux qui ne leur étaient pas dus. Et j'aimerais qu'on écoute un autre sonore d'une passante interrogée dans la rue par France Inter. Cette fois, on est en octobre 2013. Écoutez. Les impôts, j'ai ras-le-bol. Mais vous attendiez à cette augmentation ou pas, quand même ? Pas du tout. Parce qu'ils disaient on va taper sur les riches. Je fais partie, si vous voulez, de la classe moyenne. Pendant que ceux qui ont de l'argent, ils défiscalisent à tour de bras. Bon, manifestement, promesse ratée pour François Hollande. Est-ce qu'on doit s'attendre, Nicolas Vernier, à la même chose en 2025 ?
Antoine Armand, le nouveau ministre de l'économie, assurait en septembre que les classes moyennes ne seraient pas touchées. Bon, vous avez un petit peu répondu à la question. L'électricité va probablement augmenter. Voilà, il y a des points qui vont tous nous toucher. Alors, il y a des points qui vont tous nous toucher. Il suffit de se rendre compte qu'effectivement, sur les 6 milliards de hausses d'impôts qui vont peser sur les ménages, il y en a 2 milliards qui vont concerner les ménages les plus riches. Pour le reste, ça va être effectivement cette augmentation des impôts sur l'électricité. Alors, simplement, les prix de l'électricité étaient censés baisser. Ils vont simplement moins baisser que ce qui était prévu, puisque il va y avoir cette augmentation des accises sur la consommation d'électricité. Il y a aussi une augmentation du malus écologique, qui va concerner en fait surtout des véhicules utilitaires et des véhicules que possèdent généralement plutôt des classes moyennes et qui vont être particulièrement affectés par ça. Et puis, il va y avoir aussi d'autres mesures comme une hausse de la TVA. Alors ça, c'est pour nous mettre en conformité avec les règles européennes, mais une hausse de la TVA sur les chaudières à gaz, typiquement, qui sont en fait des dépenses que vont plutôt encourir les classes moyennes. Donc oui, il va y avoir de l'impôt sur les classes moyennes. Oui. Bon, ça nous fait pas forcément plaisir. Hormis ces augmentations d'impôts proposées par le gouvernement Barnier, quelles pourraient être les autres pistes pour amener le budget de l'État à l'équilibre ? Je crois qu'il y a, bien sûr, baisser les dépenses, c'est prévu ? Alors, oui, c'est prévu. Alors, il faut savoir que dans ce budget, l'idée d'origine, vous avez mentionné la nécessité de trouver 60 milliards. On a parlé de 20 milliards de hausse des recettes. Ce qui veut dire 40 milliards de baisse des dépenses, en principe. Alors, quand on regarde un petit peu le PLF pour 2025, c'est difficile de se faire une idée très précise sur ce qui va baisser. Ce qui est sûr, c'est que dans le projet, sur ces 40 milliards, il y en a la moitié qui est censée être supportée par l'État et l'autre moitié par la sécurité sociale et les collectivités. Sur la moitié qui va être supportée par l'État, il y a certaines baisses de dépenses qui sont assez facilement identifiables, notamment les aides publiques au développement qu'on verse à l'étranger, etc. Il y a aussi donc d'autres dépenses qui sont beaucoup plus floues et qu'on retrouve sous l'expression « autres efforts d'optimisation, de gains de productivité et de lissage de dépenses ». Et donc là, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué de savoir ce qu'il y a derrière ça. Et puis, l'autre moitié donc, est censée être supportée par la sécurité sociale et par les collectivités. Pour les collectivités, on va leur donner moins d'argent, pour le dire un petit peu simplement, 5 milliards, et elles vont devoir du coup trouver des économies. Et pour la sécurité sociale, il y a diverses mesures, mais les principales mesures qu'il y a côté sécurité sociale, c'est le décalage de l'indexation des retraites qui était censé avoir lieu au 1er janvier, qui en fait n'aura lieu qu'en juillet, qui va rapporter un peu plus de 3 milliards. On va revoir la manière dont sont calculés les allègements de charges patronales, donc de cotisations que les patrons payent sur les salaires qui sont inférieurs à 2,5 SMIC. Donc, on présente ça comme des dépenses, parce que c'est de la dépense fiscale, mais en fait, ça veut dire aussi plus d'impôts pour les entreprises, et en l'occurrence, toutes les entreprises. Donc, si on résume les principales hausses d'impôts auxquelles on peut s'attendre, Nicolas Vernier, donc je note 20 milliards d'euros prévus de hausse d'impôts, 14 milliards qui vont reposer sur les entreprises, l'essentiel de ces 14 milliards sur les plus grosses entreprises. L'essentiel de ces 14 milliards sur les plus grosses entreprises, en tout cas plus de la moitié. Et puis 6 milliards d'euros qui vont reposer sur les ménages, sur les particuliers, dont 2 milliards d'euros sur les ménages les plus fortunés. Exactement, donc 2 milliards a priori sur les ménages les plus fortunés. Et puis 4 milliards sur un petit peu tout le monde. Et évidemment, on sera très vigilant à ça. Merci infiniment, Nicolas Vernier, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en droit public à Assas. Alors, faut-il augmenter les impôts ? La feuille de route budgétaire proposée par Michel Barnier pour 2025 est-elle pertinente ? On a maintenant les cartes. Vous avez les cartes en main, j'espère, pour vous faire votre propre avis sur la question. C'était Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. Salut et à la semaine prochaine.